bonsoir, merci d'être avec nous, heureux de vous retrouver, vous le savez, comme chaque samedi sur Télé Sud et puis dimanche sur la chaîne numéro 23 de la TNT France. Merci de votre fidélité. Vous avez été extrêmement nombreux la semaine dernière, on a fait quasiment un carton d'audience, un carton sur les réseaux sociaux, à la fois sur votre page qui vous appartient, qui s'intitule « Ça fait débat ». Vous avez été très nombreux à commenter, notamment avec le passage du ministre congolais depuis Brazzaville, ici même, et on l'a reçu, Thierry Mungala. Ça a été un véritable carton, merci à vous pour vos commentaires et puis vos questions. Vous pouvez continuer à le faire, aussi bien sur la page Facebook qui vous appartient, je vous le rappelle, qui s'intitule « Ça fait débat ». Et puis sur Twitter, pour tous les tweetos, ça s'intitule @CFDébat. Allez, le programme, vous savez, il n'a pas changé. Ça fait débat, c'est l'actualité qui a secoué la semaine. Allons-y au menu. Ce qui a retenu notre attention? Eh bien, au sommaire, c'est la Guinée. La polémique enfle après le premier tour de la présidentielle. C'est vrai que finalement, on se pose la question, le chef de file de l'opposition guinéenne, Cellou Diallo, et lui, il est, en l'occurrence, il se prépare à aller en guerre. Alors, est-ce que c'est toujours d'actualité? Et puis, peut-on parler de fraude massive? L'assassinat, l'affaire Sankara, l'assassinat de Sankara, d'ex-RSP inculpé. Que risque l'ancien chef d'État Compaoré? On va en parler 28 ans après la mort, en octobre 1987. Eh bien, vous savez quoi, Compaoré est dans le viseur de la justice, gros point d'interrogation. Et puis on va s'intéresser à la situation en Centrafrique. Eh bien oui, pour redresser la Centrafrique, comment reconstruire le pays? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné finalement dans ce pays? Est-ce qu'on peut considérer que l'État, la situation en Centrafrique, l'État est faible et à la fois fragile? On en parle, on met les pieds de nouveau dans le plat et ce sera ici. Et puis, vous, débatteurs, votre top de la semaine et votre flop, et vous qui êtes chez vous, vous pouvez continuer à commenter sur la page Facebook et puis sur Twitter, @CFDébat. Merci d'être avec nous. Le dicton n'a absolument pas changé. Ça fait débat, c'est maintenant et en toute liberté d'expression. C'est parti. Et pour commenter l'actualité, eh bien Christian Wabé, président du RPCI AC et président d'Ivoire Business. Bonjour cher ami, comment ça va? Ça va très bien, Dieu fait. Tout va bien? Tout va très bien. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Paul Cyriac Semaporo, président du collectif des sans-voix de Centrafrique. Vous allez bien également? Super bien, ouais. Bon, super. Eh bien, merci en tout cas d'être avec nous. Farid Tamsamani, qui est un consultant Afrique. Bonjour Farid. Bonjour Adil. Comment ça va? Très bien. Également, il y a un tout nouveau parmi nous, il s'intitule Buston Gokey, il est entrepreneur, est un homme d'affaires et puis aussi, surtout, président de la Maison du Centrafrique. Merci d'être avec nous aussi également. Merci Adil. Messieurs, ce que je vous propose, c'est tout de suite de démarrer avec ce premier sujet. Il s'intitule les élections qui intéressent et qui ont interpellé évidemment toute l'Afrique, tout le continent. Ça se passe en Guinée. La polémique ne cesse d'enfler. Eh bien, on en parle. Mais ce que je vous propose tout de suite, avant de revenir ici sur ce plateau, de la commenter, mais surtout de la décrypter point par point, je vous propose de découvrir ce sujet qui est réalisé par Moïse Monkoro. Regardez, et on revient ici même sur le plateau. Dans ce quartier fief de l'opposition à Conakry, les policiers sont partout. Hier mardi, des affrontements ont opposé les forces de l'ordre et des manifestants. Jeux de pierre contre gaz lacrymogène. Visiblement agacé par les manifestants, le commandant des unités d'intervention de la police de Conakry sort de sa réserve et prend un ton politique. Tout le monde voit tous les jours la Centrafrique. La guerre, on connaît comment ça commence, mais personne ne connaît comment ça va se terminer. Et ces gars-là qui sont en train de nous pousser dans la rue, qui a son enfant ici? Qui n'a pas d'appartement en France, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, un peu à côté ici? Qui n'en a pas? C'est nous qui n'en avons pas. Moi, on me chasse ici, là, j'irai dans mon village. La Guinée est toujours en attente des résultats de la présidentielle de dimanche dernier. Mais les 7 adversaires du président sortant Alpha Condé réclament déjà l'annulation du scrutin pour fraude massive. Les pouvoirs et les observateurs internationaux défendent, eux, la crédibilité du scrutin. La communauté internationale appelle notamment l'opposition à renoncer à ces manifestations pour éviter un bain de sang. Par la saisine de la Cour constitutionnelle compétente en matière électorale et que l'on ne transporte pas des griefs que l'on croit avoir, des contestations dont on peut considérer qu'elles sont légitimes, de ne pas les porter dans la rue, mais devant les juges. Selon des chiffres de la CENI, le taux de participation à la présidentielle a été de 75%. Quant au résultat provisoire du scrutin, il pourrait être dévoilé dès vendredi. Ce
que je vous propose tout de suite, et on l'a découvert d'ailleurs, il l'a dit clairement, la mission d'observation de l'Union européenne pour l'élection présidentielle en Guinée, ils ont appelé il y a quelques jours à peine, c'est-à-dire plus précisément mardi dernier, les candidats à recourir à la justice plutôt qu'à la rue en cas de contestation des résultats du premier tour de dimanche dernier, toujours attendu. C'est vrai que ça me frappe un peu. Qui veut prendre la parole ? C'est drôle d'ailleurs que non mais c'est vrai que la mission d'observation de l'Union européenne dise non mais attendez, n'investissez pas la rue, mais saisissez plutôt la justice et vous verrez que ça avancera. Moi, ça me frappe pas. Dites-moi pourquoi. Ça ne me frappe pas, je trouve même que c'est très bien qu'ils aient appelé à cela. Parce que même dans la démocratie, c'est une question de culture. Et visiblement, un chef de l'opposition qui appelle à en donner même sa vie et demander faire mettre des jeunes dans la rue, c'est un manque de culture démocratique. Il y a une manière de contester. Ouais, moi aussi, je me pose Il y a une manière de contester. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord ? Il y a une manière de contester. C'est vrai, c'est un droit constitutionnel. C'est un droit constitutionnel. C'est pas une affaire de culture. Il n'y a pas de culture à l'occidental et de culture en Afrique. La démocratie, c'est pareil partout. Il n'y a pas la démocratie sous les cocotiers et puis la démocratie à Paris ou à Washington. Non. La démocratie, c'est pareil partout. Le peuple a le droit de manifester. Il informe l'autorité publique que tel ou tel jour, je vais manifester. Bon, alors, l'Union européenne a le droit d'appeler à l'apaisement. C'est leur rôle. Donc, ils ont fait leur rôle pour dire, OK, ne transposez pas dans la rue vos inquiétudes. Ça, c'est leur rôle. Mais, je veux dire qu'il ne peut pas imposer aux opposants. Je vous redonne la parole, Boston. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu d'abord un dialogue en Guinée qui avait été bâclé par le président Alpha Condé. Les résolutions n'ont pas été appliquées. C'est ce que disent les opposants. Donc, à quoi va servir encore un nouveau dialogue ? Non, mais justement, l'inquiétude, je pense, mais je poserai la question, elle est peut-être certainement immense. Paul Sériac. Je voudrais. On fait juste un tour de table. Que M. Gauquet, il est important que les gens puissent aller à l'apaisement. Le fait de demander à ce que les jeunes puissent descendre à la rue, qu'il allait donner son. Mais si on veut exprimer sa colère. Même si on veut exprimer sa colère, mais il faut que ce soit dans des modes démocratiques bien, mais pas demander à aller en guerre, mais en guerre. Parce que l'idée même qu'il y a derrière, c'est quoi ? En faisant allusion à d'autres pays d'Afrique où il se passe des choses terribles en ce moment, c'est inciter les gens à faire plus. Et c'est ce qui est dangereux. On voudrait bien, s'il y a les voix des voix contentieuses, vont au niveau des différentes instances pour amener des preuves, comme quoi ces élections ont été truquées, s'il y a des preuves, effectivement. Mais il y a quand même des représentants de l'Union européenne, de l'Union africaine, et beaucoup d'entités qui ont vu que, non, il n'y avait pas ces fautes, comme on le dit en tant que tel. Bon, ça, il faut le voir. On l'a bien compris, les représentants souvent... Écoutez, ils sont souvent, je ne dis pas corrompus, mais des familles, des amis sont quand même quelque part, je veux dire que souvent, ce n'est pas la réalité du terrain. Parce que les Guinéens, les opposants quand même, je veux dire qu'ils ont retiré quand même massivement tous leurs représentants du bureau de vote. Bon, il ne peut pas le faire. On va parler de ces opposants, justement, notamment le chef de file de l'opposition. Il faut que le président discute avec son opposition. Il faut que le président Alpha Condé... C'est pas le cas. Et les 7 opposants, c'est quand même 7 opposants qui... C'est quand même 7, c'est 7. Non mais il faut qu'ils discutent autour d'une table. C'est grave. La polémique enfle. Farid Temsamani, et je vous redonne la parole, Boston. Bon, écoutez, moi, je tiens à souligner premièrement que les élections ont eu lieu, en tout cas ce premier tour, que ça n'était pas forcément quelque chose de gagné. Ouais, on parle déjà de fraude massive. Avant la fraude, il y a un taux de participation relativement exceptionnel pour un pays comme la Guinée. Je crois qu'il est annoncé pas loin de 75%. Exact, 75%. C'est quand même... on l'a vu, il n'y a pas de triche sur la participation. Je veux dire, il suffit de voir les vidéos pour celles et ceux qui sont sur place pour constater qu'effectivement, les Guinéennes et les Guinéens se sont déplacés. Farid, attendez. L'autorisation par la CENI du vote sans enveloppe en flagrante violation de l'article 67 du Code électoral, l'appel au vote avec d'anciennes cartes d'électeurs, donc invalides. Vous répondez quoi à ça ? Je réponds que la Guinée apprend elle-même elle fait également elle-même son apprentissage de la démocratie, que effectivement ça n'est pas forcément si parfait que ça. Ce que je regrette, c'est que les gens qui aujourd'hui dénoncent effectivement via cet article-là se soient présentés eux-mêmes à l'élection. Parce que le problème c'est quoi ? Alors, la bonne foi, il faut l'assumer jusqu'au bout. C'est ça la difficulté. Juste pour terminer sur la Guinée, si vous le permettez, moi je ne suis pas certain que l'ensemble de l'élection ait été véritablement parfaite. Il y a pas. Je pense qu'à l'avenir, on va le comprendre. Maintenant, il y a eu des élections. Je pense que c'est très difficile lorsqu'on est dans l'opposition, lorsqu'on a affaire à un président sortant. Et puis moi, je vous rappelle la précédente élection présidentielle, celle de 2010,
où le premier tour, où le candidat de l'opposition actuelle, Cellou Diallo, était arrivé en tête avec pas loin de 40%, il me semble, au premier tour, effectivement. Alpha Condé, lui, était crédit, alors si je dis pas de bêtises, 18%, il me semble, à l'époque, et qui aujourd'hui est devenu numéro 1 au premier tour. Bon. Il y a toujours celui qui sort est toujours mieux crédité parce qu'il est au pouvoir, donc du coup vous imaginez un peu qu'il est un peu plus facile de faire un certain nombre de promesses et parfois même de les réaliser avant l'élection, mais c'est le jeu de la démocratie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne sera jamais véritablement content à 100%, mais par contre il faut passer par là pour que les prochaines échéances soient meilleures. Mais je veux bien, mais attendez, moi je veux bien vous entendre tout ce que vous êtes en train de dire, mais les chefs de file de l'opposition guinéenne, clairement que vous connaissez, qui s'appelle Cellou Dalein Diallo, lui en l'occurrence, vous l'avez dit, Paul Sériac, il se prépare même à aller en guerre. Est-ce que c'est une chose à laquelle vous adhérez ou pas du tout? Non, mais ça veut dire quand même que quelque part, l'inquiétude est immense. L'inquiétude est immense. Mais oui, je ne cautionne pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller en guerre. Je suis juste en train de faire un tour de table pour la guerre. Boston. Je pense qu'il y a des moyens. Il y a des moyens, même pour qu'un peuple empêche à ce que des élections truquées ne fassent réélire un président facilement. Si M. Cellou Diallo est sûr d'avoir la masse nécessaire derrière, eh ben, ils peuvent bloquer l'économie du pays. On peut repartir en vote. Mais tout n'est pas la solution de donner sa vie. C'est un manque de responsabilité. C'est totalement irresponsable parce qu'on sait comment ça commence, effectivement, mais on ne sait jamais comment ça se termine. Et laissez-moi terminer, parce que tu me disais qu'il n'y a pas de démocratie occidentale et puis de démocratie sous les cocotiers. Mais regardez, aux États-Unis, quand George W. Bush a été élu la première fois, les résultats ont été bloqués. On a compté voix par voix. Jusqu'à sortir... Est-ce que quelqu'un a demandé à dire on se met dans la rue, je vais donner ma vie? Non. C'est totalement irresponsable. Ensuite, Christian et Paul Sériac. Pour revenir sur les propos que je trouve malheureux du candidat ex-premier ministre Cellou Diallo, je pense que c'est excessif, effectivement. Je pense que même que ça sort, pour celles et ceux qui connaissent le personnage, que ça sort de sa personnalité. Il faut se mettre à sa place. C'est la deuxième fois qu'il concourt. La première fois, l'élection d'Alpha Condé en 2010, est sujet véritablement à contestation à l'époque. Beaucoup. Maintenant, c'est passé, c'est comme ça, c'est la réalité. Celle-ci, je pense... Mais il appelle à se mobiliser pour barrer la route à Condé, je trouve tout simplement. Non, je pense que... Mais il est dans le rôle de l'opposition. Exactement, il est dans son rôle de l'opposition. Il est dans l'excès, peut-être parce qu'il faut se mettre également à sa place. Je ne cautionne absolument pas le fait de faire descendre dans la rue les gens pour stopper le processus démocratique. Bon, je pense que ça va se tasser et que... Vous êtes vous deux d'accord? J'ai bien compris que vous avez décidé de monter. Moi, je ne suis pas d'accord, justement. Vous n'êtes pas, mais c'est très bien, c'est le lieu. Moi, je ne suis pas d'accord, justement. Pour moi, l'opposition qui va montrer sa puissance fera sortir ses militants, mais pacifiquement. Parce que la désobéissance civile, c'est un droit constitutionnel. C'est-à-dire qu'on fait descendre pacifiquement ces militants dans les rues pour protester. Ça s'est fait dans plusieurs pays, on a vu les résultats. Donc, à partir de ce moment-là, ça peut contraindre le président à accepter de recevoir son opposition, ce qu'il a jusque-là refusé de faire. Et on pourra aboutir à un accord, au comptage des voix, comme ça s'est fait aux États-Unis. Mais je dis, oui, là où je suis pas d'accord avec M. Farid, c'est qu'au Nigeria, il y a eu des élections présidentielles et le président en fonction a perdu. Il n'y a pas eu une goutte de sang qui a été versée. Il n'y a même pas eu de... Il n'y a rien du tout. Donc, c'est possible. Vous prenez le Sénégal, par exemple. Même le Sénégal, déjà aussi. Ils ont reconnu. Donc, le Nigeria, c'est un peu explosif, puisqu'on avait vu Boko Haram, il y avait beaucoup de tensions. On craignait le pire. Vous avez vous-même parlé tout à l'heure de culture démocratique. Je suis désolé de le dire. La culture démocratique d'un pays comme le Nigeria, ou ne serait-ce que le Sénégal, je suis désolé de le dire, est absolument pas la même que la Guinée. Ça n'est pas la même histoire, ça n'est pas le même processus, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Absolument. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Guinéennes et les Guinéens sont dans un processus de démocratisation. Et même, je vais vous donner même mon sentiment. Mon sentiment, c'est que, tout à l'heure, vous avez dit, la démocratie est la même partout. Universelle. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. La France démocratique de 2015 n'est pas celle d'il y a 50 ans. Ne serait-ce que pour la France. Le concept de démocratie, c'est la démocratie. Non, ce que vous pouvez dire, écoutez, sans faire un cours de philosophie politique et revenir à la démocratie. Et on ne dit pas quand on arrive
En Afrique, on a la démocratie sous les cocotiers. Non. Écoutez, moi je m'oppose. Après, maintenant, il y a le niveau d'avancement démocratique. Vous savez ce qui se passe malheureusement je peux comprendre. dans ce type de pays où vous avez des bailleurs sociaux, où est-ce que vous avez des pays anciens coloniaux qui vous imposent la démocratie. Eh bien ça, c'est une erreur de démocratie. Lorsqu'on impose absolument, on en parlera tout à l'heure certainement pour la Centrafrique, une date précise pour des élections, alors que le pays lui-même n'est pas sécurisé, alors que le pays lui-même n'est pas sur la voie du développement, etc. Je trouve que cette notion de démocratie... On n'a pas entendu Paul Sérillac. Paul Sérillac, s'il vous plaît, Paul Sérillac, et ensuite après on va tenter d'avancer et parler de ces fraudes massives, soulevées, encore une fois, par l'opposition. Je suis sûr que le président Alpha Condé, durant son mandat, a réalisé beaucoup de choses. Et ce n'est pas par hasard, si jamais, je trouve personnellement, il y a plein de choses qui ont été réalisées, parce que j'ai essayé de suivre 2 fois ce qui se passe au pays. Et néanmoins, même les coups de force qui les ont frappés dernièrement avec Ebola et autres, comment est-ce qu'ils se sont remis pour reprendre le chemin du développement? Il faut quand même reconnaître que s'ils passent devant aujourd'hui, il est devant en tête, il est au pouvoir, il a réalisé beaucoup de choses, comme vous avez dit tout à l'heure, mais c'est normal que les gens puissent penser que non, avec lui, on peut faire quelque chose et puis peut-être se mettre avec lui. Alors, les résultats des élections, c'est que sur les gens... Le commandant dans le reportage, le commandant de police, réagir de cette façon... Bon, c'est pas son rôle, non, il n'est pas du tout... C'est pas son rôle, mais c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol. Voilà. Les dirigeants et les enfants d'Europe, c'est pas le sujet. Non, mais c'est Paul Sérillac, je pense qu'il est assez proche, évidemment, de cette ambiance qui règne, cette ambiance de proximité, c'est-à-dire que je pense que là, c'est pas le policier qui parle, c'est l'individu. C'est lui, voilà. Et ça rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure, le fait de pousser les gens à aller faire la guerre, à souffrir ses opposants, parce qu'il parle de ces gens qui les poussent à s'entretuer, à faire du n'importe quoi, mais en faisant allusion à où sont leurs familles, où sont leurs enfants, ils ne sont pas dans la rue. Ensuite, on parle des fraudes massives. Il y a quand même un élément qu'il faut mettre en exergue précis, c'est que ces violences ont lieu à Conakry, que l'ethnie majoritaire de Conakry, ce sont les Peuls, ce sont l'ethnie précisément de l'opposant historique Cellou Diallo. Voilà, donc il faut relativiser d'une certaine manière ces violences-là. Moi, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait qu'il n'est pas dans son rôle, moi je trouve très bien qu'un commandant de police, même si ces mots peuvent dépasser son rôle, il n'y a pas de souci, mais je trouve très bien qu'on ait cet exercice de l'État, justement, de la défense de l'État, parce que lorsqu'il s'exprime, alors c'est peut-être excessif par rapport à des exemples, mais lorsqu'il s'exprime, il défend véritablement son pays. Et ce qu'on reproche très souvent, c'est justement ce manque de patriotisme, ce manque de volonté de dire, voilà, écoutez, ça n'est pas parfait, mais essayons d'avancer ensemble. On va juste, avant de passer au second sujet, messieurs, peut-on parler, oui ou non, de fraude massive? Sans langue de bois, encore une fois. Il y a une candidate à l'élection présidentielle, son nom, je crois que c'est l'une des femmes, son nom m'échappe. Là où elle a voté elle-même, elle a eu 0 poids. Elle a s'exprimé dans un dîner, dans un site internet où elle a parlé. Bon, voilà. Donc, il y a des preuves qui sont intangibles, qui sont irréfutables. Vous ne pouvez pas voter. Voilà, c'est une preuve. Elle a voté elle-même. Ben si, elle a voté elle-même dans un bureau de vote. On lui dit qu'elle a eu 0 voix. Elle a un assesseur dans ce bureau de vote. C'est une preuve. Non, ça, c'est pas une preuve. Ça, c'est son annonce. Voilà. La preuve, c'est lorsqu'on va vérifier. Oui. Et oui. Alors, cette femme-là, c'est peut-être sa preuve à elle. C'est procès verbal. Non, elle a parlé sous le contrôle de procès verbal sorti du vote et qui lui donne 0 voix malgré qu'elle ait voté dans ce bureau de vote et elle a eu un assesseur dans ce bureau de vote. Donc à partir de ce moment-là, c'est par rapport au procès verbal qu'elle a parlé. Bon, alors, Paul Sérillac, ensuite je reviens vers vous, Boston et Farid. Ce qu'il dit, rien n'est encore fait finalement. Il y a encore les décomptes qui continuent. Cette candidate à l'élection présidentielle, ce qu'elle dit, quand même tout d'un coup, ce qu'elle dit, attendez, s'il vous plaît, Christian, laissez Paul Sérillac. Laissez Paul, allez-y, Paul. Elle va sur un site quelconque, et vous savez que quand il y a des embouteillages, quand il y a des soubresauts comme ça, dans ces cas, les gens sont prêts à tout pour monter des gens, pour dire des choses qui ne peuvent pas être... Attendons de voir, les résultats ne sont pas publiés officiellement. Comment est-ce qu'elle
quoi sur les bases des procès-verbaux? Il y a des gens qui sont capables de falsifier les documents et peuvent le faire. Attendons de voir les décomptes finaux et puis on peut porter ces jugements. Rien ne s'est encore fait jusque-là. Donc mais on peut le traiter ici, on peut le traiter, puisque ça fait débat, on peut le traiter. Boston, on est là pour ça. On est là pour ça. Les élections, même ici en France, on a vu des élections à l'UMP, on a vu des élections au Parti Socialiste, où il y a eu des fraudes à gauche. L'élection parfaite à 100% n'existe pas. Ah bon? Il a complètement raison. Alors, ça n'existe pas. Contrairement à ce qu'il dit, ce n'est pas les élections internes des partis politiques qu'il faut voir, mais les élections officielles en France, présidentielles, législatives et autres, ont très souvent des recours, ou très souvent des fraudes. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'élections qui sont très souvent remises en cause. Il se trouve que pour que ce soit véritablement remis en cause, et notamment par les conseils constitutionnels et autres structures, il faut que la fraude soit significative. Dans le cas de la Guinée, on ne va pas se mentir, il y a fraude. Il y a probablement fraude. Il y avait eu fraude. Je ne sais pas précisément. Il y a 5 ans. Mais est-ce que c'est significatif sur l'ensemble des votes? C'est ça qu'il faut comprendre. Et je le déplore. J'aimerais beaucoup. Il faut toujours tendre vers qu'il n'y ait absolument pas de fraude. Mais c'est humain, malheureusement. Et surtout lorsque vous avez des pays, je ne parle pas forcément que de la Guinée, où l'exercice démocratique n'a pas toujours été parfait dans le passé. Il faut également le dire. Donc du coup, je pense que la fraude, s'il y a lieu, elle doit être, à mon avis, non pas minime, mais relativement moins importante que de manière à remettre en doute l'ensemble du scrutin. Je dis pour cette élection précise. Je ne suis pas trop d'accord avec. Je ne sais pas si on a le temps. Je suis pas trop d'accord. Je ne sais pas si on a le temps de converser encore sur la Guinée. Je pose la question à la régie. Deux mots rapidement. S'il nous reste encore le temps, ou est-ce qu'on passe au second sujet? Allez-y. Moi, j'ai dit que 7 opposants candidats ensemble, qui se disent qu'il y a eu fraude. C'est inédit. En général, il y a 1 ou 2 opposants candidats qui jouent un peu les trous faits. Mais là, c'est en bloc. Tous les candidats opposants face à Condé disent qu'il y a fraude. Allez, et se retirent en bloc. Monsieur, s'il vous plaît, ce que je vous propose, c'est qu'on avance. On a vraiment, et on s'est évidemment éternisé, mais bon, en même temps, ça a fait débat. Le débat continue, vous le savez, sur votre page Facebook. Vous likez, vous commentez en toute liberté d'expression, et puis sur Twitter, @CFDébat. Messieurs, l'assassinat de Sankara, icône. Ai-je besoin de le rappeler? Absolument pas. Alors, 28 ans après la mort, en octobre 1987, je pose la question. Blaise Compaoré est-il, oui ou non, dans le viseur de la justice? Paul Cyriac. Il est dans le viseur de la justice, parce qu'il est la personne clé, la personne responsable. Vous voulez l'abattre là quand vous faites ça. Mais c'est dire que la question n'a même pas à se poser. Il doit répondre de cet acte-là. Il a enlevé quelque chose qui touche à toute l'Afrique, à tout le monde. Et puis, il y a beaucoup de gens qui s'identifient à ça. Et on sait en plus la proximité qu'il avait avec la personne. Et pour ensuite le remplacer directement après, il a des comptes à rendre à la justice. Et puis, pas pour ça, parce qu'il n'y a pas eu que Sankara. Et après, il y a eu beaucoup de choses sur sa gestion. Norbert Zongo, le journaliste, et plein d'autres situations encore, il doit rendre de comptes. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il était purement et simplement criblé de balles? Oui, non, c'est les thèses qui aujourd'hui Boston, ensuite Christian et Farid. On a retrouvé des impacts de balles dans l'autopsie, donc on lui a réellement tiré dessus, mais dans quelles conditions? Les supposés restes de réalisés par qui, sur ordre de qui, avec complicité. C'est un véritable grand dossier qu'il faut ouvrir sur le cas Sankara. Mais il est ouvert. Est-il réellement ouvert? Est-il réellement ouvert? C'est la question que je me pose. Parce que s'il était ouvert, on serait déjà à la TPI en train d'entendre à la fois des gens soupçonnés, qu'on soupçonne tous, et on serait peut-être en train d'aller rechercher d'anciens présidents ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Attendez, c'est très intéressant ce que soulève Boston. Goquet, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Allez-y, n'hésitez pas. Je crois vraiment que c'est un véritable dossier, le dossier Sankara. Et le jour où on l'ouvrira, peut-être que beaucoup de la France et même des pays voisins, pourquoi pas la Côte d'Ivoire, devront peut-être répondre à cette situation. Je vous pose clairement la question, est-ce qu'un jour on saura la vérité? Christian Vabé et ensuite Farid. Le président Blaise Compaoré est dans le viseur de la justice de son pays. Ça fait quand même 27 ans, 28 ans que les Burkinabés attendent cela. Parce que les conditions crapuleuses dans lesquelles Sankara a été assassiné
Je lui dis son épouse. Moi, je pense que ça dépasse le stade des Burkinabés. Effectivement, c'est vraiment l'icône. Sankara, c'est une école internationale panafricaine. Donc, forcément, il est dans les viseurs. Donc, à partir de ce moment-là, quand on exhume le corps d'une icône comme Sankara, ça veut dire qu'on ouvre le dossier. Donc, pour moi, le dossier est ouvert. Alors, le contexte de l'ouverture du dossier, ça vient juste après le coup d'État manqué du général Gendéré. Bien avant cela, bien avant cela, ils avaient ouvert un peu, mais ils avaient calmé, ils avaient tempéré un peu les ardeurs. L'exhumation, c'est avant cet été. Oui, c'est bien avant le coup d'État. Ils avaient un peu tempéré les ardeurs. Je veux dire, il n'y avait pas de précipitations, il n'y avait pas de rebondissements. Moi, je pense que... Alors, le gouvernement de transition s'est dit, OK, comme on a voulu porter un coup d'arrêt à l'aspiration du peuple, parce qu'en toile de France, le coup d'État de Gendéré, c'est parce qu'on ne voulait pas qu'on ouvre le dossier Thomas Sankara, il faut le dire. Le coup d'État, il y a eu des implications venues d'Abidjan. Christian, moi je pense qu'il y a des dossiers qui ne peuvent s'ouvrir que 50 ans. Alors, maintenant, là, il est déjà ouvert. Celui-là fait partie. Il y a des implications d'Abidjan dans le coup d'État du général Gendéré. On a intercepté des communications téléphoniques entre Guillaume Soro, second personnel de l'État de Côte d'Ivoire, et Djibril Bassolé. Pure supposition. Et alors, c'est paru dans des journaux comme Jeune Afrique, etc. Bon, RFI aussi en parle, etc. Bon, messieurs, ce que je vous invite, vraiment, il va falloir qu'on soit, je me permets de vous le dire, extrêmement prudent, vraiment, exactement, prudent et précis dans la façon dont vous avancez vos sources, parce que, alors, vous avez raison de le souligner. Boston a eu raison de souligner la complexité du dossier. Et c'est vrai que tout le monde, y compris les Burkinabés, attendent ça avec impatience. L'ouverture d'abord du dossier qui est quasiment ouvert maintenant depuis plusieurs mois, il faut le reconnaître. Enfin, je pense qu'aujourd'hui on est en train d'assister, et c'est notre rôle aussi de journalistes et de médias de faire état de l'Assemblée de tout cela, mais il me semble, oui, de la francophonie qui a dit qu'il faut que clairement Guillaume Soro, il est comme zone. Il a demandé la Cour pénale internationale. Il n'a pas le Vox Africa. Farid Temsamani. Qu'on peut arrêter à répondre de ces crimes devant la Cour pénale internationale. Voilà. Bon. Il y a un qui est là-bas, Laurent Gbagbo est là-bas, Jean-Pierre Baba est là-bas. D'accord. Bon, j'ai le temps qu'on juge les vrais criminels. Sur le défunt Sankara, puisqu'il me semble que c'est bien le sujet. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut que la justice passe. Quel que soit le temps après son assassinat, il faut que la justice passe. Maintenant, sur les exhumations, il faut faire très attention à ce que l'on dit. Aujourd'hui, il y a eu exhumation de certains corps. On n'est pas certain. Ce que je dis là, ce n'est pas moi qui le rapporte. Ce sont les médecins eux-mêmes qui ont procédé à cette exhumation. On n'est pas certain à 100% que ça soit véritablement le corps du défunt Sankara. Maintenant, ce qui est certain, c'est que ce qui a permis aujourd'hui de reprendre ce débat-là, c'est la révolution, la dernière révolution au Burkina. Il faut le saluer. Maintenant, moi, il faut revenir sur l'histoire. L'histoire est beaucoup plus complexe à l'époque qu'on ne le croit. On jette beaucoup l'anathème, parfois à juste titre, sur Blaise Compaoré. Il a beaucoup de défauts, il a beaucoup de responsabilités. N'oublions pas que Thomas Sankara était son compagnon, qu'ils ont fait eux-mêmes, si on devait remonter l'histoire, avant son exécution à Thomas Sankara. Vous êtes en train de défendre Compaoré, c'est ça? Pas du tout, absolument pas. Je ne défends absolument pas Blaise Compaoré. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ces cas-là, il y a des gens qui ont payé de leur chair avant l'assassinat de Sankara, et on pourrait également se poser la question de la responsabilité des uns et des autres. Alors d'origine criminelle ou pas? D'origine criminelle? Un assassinat est par définition d'origine criminelle. J'ai vu que c'était l'avocat de la famille qui s'est permis de dire ça. Alors, je ne suis pas juriste, donc je ne m'avancerai pas forcément là-dessus. Mais oui, bien sûr, naturellement, c'est un assassinat crapuleux. Je pense même prémédité, parce que si on remonte à cette période de l'histoire du pays, c'est clairement une volonté politique et crapuleuse en la matière. Je pense que pour le pays, pour le Burkina Faso, mais comme l'a dit tout à l'heure, pour l'ensemble du continent, il faut véritablement rendre justice, ne serait-ce qu'à la famille, mais à l'ensemble du peuple du Burkina et à l'ensemble du peuple africain. Mais rendons la justice de manière honnête et transparente. Moi, je suis pour l'équité en la justice. On a accusé un certain nombre de personnes tout à l'heure. Je pense que tant qu'on n'a pas d'éléments prouvants, je pense qu'il faut pas aller dans ce sens-là. Sankara, icône du panafricanisme ou pas du tout? Il est
Il a marqué le monde. C'est pas que... Déjà, son discours devant les tribunes des Nations Unies a permis de connaître encore qui était l'homme en tant que tel. C'est quelqu'un on ne peut pas oublier. Et ce qui s'est passé, si jamais on n'arrive pas à éclater la vérité pour établir les responsabilités, dire que tel et tel était, ont comploté pour que Sankara ne plus être là, ça ne serait pas bien. Il a représenté beaucoup de choses. Il a incité les gens. Il a boosté la volonté de beaucoup de jeunes Africains à se prendre en charge, à se réveiller, à dire non, on doit se prendre en charge, on doit se responsabiliser, on doit aller de l'avant. Il a marqué son époque, bien qu'il est parti tôt. Et le discours qu'il tenait, aucun homme d'État africain ne tenait à l'époque. Ils avaient peur de ce qu'il disait. C'est parce qu'il était exceptionnel. Il a marqué son époque et il a marqué le continent. On ne pourrait jamais oublier Thomas Sankara. Boston, icône. Ça a été notre icône de jeunesse. Et effectivement, jusqu'à aujourd'hui, les questions sur la dette africaine, cette dette devenue injuste, devenue un boulet, il a eu à le dire lui-même lors de son dernier sommet de l'organisation pour l'Union africaine à l'époque. Il a eu à dire, si les autres chefs d'État africains ne sont pas avec moi, l'année prochaine, je ne serai pas avec eux pour assister au sommet. Donc, on se souvient, c'est le premier à avoir dit non à l'esclavage par la dette. Farid. Oui, icône incontestable. De toute façon, on est en 2015. Celui qui dirait le contraire se planterait se planterait complètement. Moi, je pense qu'il faut lui rendre justice. Je pense que l'histoire lui rend déjà justice, puisqu'on en parle encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un icône pour beaucoup. Le contexte de l'époque n'est absolument pas celui d'aujourd'hui. Je pense qu'il avait raison de dénoncer un certain nombre de choses. Oui. Je pense qu'il en jouait également. Il savait en jouer, en tout cas. Ces fameux discours, magnifiques discours de l'ONU à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU en est un. Il en est encore aujourd'hui dans les mémoires et lorsque vous traînez sur Internet, il est dans les archives. Dans les archives. Maintenant, je pense que mon sentiment personnel, c'est qu'il faut regarder de l'avant et arrêter à chaque fois de se remémorer naturellement, il faut lui rendre justice. On a besoin de connaître la vérité aussi. Mais tout à fait. On a besoin de connaître la vérité, c'est la justice. Non. Mais le contexte, par exemple, ne serait-ce il vient d'être cité notamment l'histoire de la dette d'un certain nombre de pays. Le contexte de l'époque n'est plus celui d'aujourd'hui. Entre-temps, il y a eu pas mal d'évolutions. Et c'est une autre forme de dette. Je suis complètement d'accord. Moi, je suis partisan pour ouvrir le débat. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est trop facile de faire un copier-coller en disant que, et il avait raison de le dire, qu'à l'époque, la dette dans laquelle son pays croulait était insurmontable, était inadmissible par rapport à l'histoire, et injustifiée. Aujourd'hui, ça n'est plus la même chose. C'est une autre forme de dette, c'est une autre forme de reprise, et je pense qu'il faut faire le distinguo. Connaîtra-t-on un jour peut-être la vérité sur l'assassinat de Thomas Sankara? Un jour? Oui, non. Je pense qu'on connaîtra la vérité absolument. Ça va dans la bonne direction. Le procès, il y a déjà eu 28 inculpations. C'est pas rien. Et donc, je pense que la justice... Et incarcération également. Et incarcération. 28 inculpations, incarcération, je veux dire, on sait une certaine volonté politique désormais. Oui, c'est qu'il n'y avait pas... On saura qui a appuyé sur la gâchette, ça c'est sûr. Voilà. Mais les commanditaires et les raisons pour lesquelles ça a été fait, pas bientôt. Pourquoi pas? Moi je dis bientôt. Moi je dis que lui-même a prophétisé sur sa mort. Il a bien eu à dire que le refus de payer cette dette le tuera. Alors, moi, je pense plutôt que c'est son discours face à François Mitterrand en 81 à Ouagadougou, où il a carrément, on va dire, lessivé le président de la République française. Absolument. Qui était franchement... Qui s'y attendait pas du tout. Qui s'y attendait pas du tout. Qui est tombé à la renverse. Et sa réponse, dans la grande tradition mitterrandienne, a été ferme, courtoise, mais dure. Le jeune Sankara. C'est là, il a dit le jeune Sankara. C'est moi quand j'étais jeune. Mais il tranche trop. La suite, on la connaît. Coup d'État, etc. Sankara et moi. Donc je crois que c'est là qu'il est mort, en fait. Paul Sériac.
c'est de tout faire pour que la vérité éclate. On sait qu'on n'aura pas, comme a dit mon frère, on n'aura pas toutes les vérités. On va maquiller, on va habiller certains éléments, on va dire que ben voilà, tel était à l'origine, et puis pour des raisons comme ça, bien qu'on sait qu'il y a des mains puissantes derrière cette tuerie. Mais le plus important, c'est qu'on doit savoir quand même. Nous, on sait déjà que ça vient de loin. Mais les pauvres types qui étaient sur le terrain, ceux qui ont appuyé sur la gâchette, ceux qui ont monté le coup sur le terrain, et derrière eux, il y a quand même des grandes puissances, il y a quand même des lobbies, il y a des gens qui ont voulu qu'ils puissent disparaître. Cette vérité, moi, je crois que quoi qu'il arrive, on ne le saura pas. Peut-être dans un autre... N'hésitez pas, vous qui nous regardez dans votre petite lucarne, dans votre petite télévision, à faire part de votre commentaire, évidemment, de votre avis, de votre opposition, de votre sentiment personnel sur la page Facebook qui vous appartient. Vous likez, vous commentez ici en temps réel, et puis sur Twitter également, vous pouvez le faire, @CFDébat. Un dossier extrêmement compliqué. Vous savez, c'est celui sur lequel on s'est beaucoup étalé, je vais y arriver, pardonnez-moi. Ça, c'est ce dossier extrêmement, comment dirais-je, difficile, vraiment à commenter. C'est la situation catastrophique en Centrafrique. Alors, pour redresser la Centrafrique, y a-t-il finalement une solution? Comment reconstruire ce pays? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour que ce pays se redresse? C'est ma question, c'est mes deux questions. Et là, je vais m'adresser plus particulièrement à vous. Mais plus précisément, je vais d'abord donner la parole à Boston et à Paul. Boston, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi ça ne fonctionne pas en Centrafrique? Eh bien, vous savez, il y a parfois, quand on veut amener un modèle dans un pays, il faut du temps pour que ça fonctionne. La République centrafricaine là, avait... Depuis l'indépendance, là. Non, c'est le fondateur, là, il depuis après Bokassa, finalement, le pays n'a pas très bien fonctionné. Et pourtant, sur l'aspect démocratique, il y a eu élection présidentielle en Centrafrique où un président en place avait cédé la place, c'était en 94, Patassé battait Kolingba. Et passation de pouvoir. Donc la République centrafricaine, vraiment en culture démocratique, était en avance. Et là, pour le coup, à l'époque, on disait la condition de Mitterrand pour venir en aide aux Africains était de passer par la démocratie. On était passé par là. Mais l'aide n'était jamais venue. Ouais, mais maintenant, pour redresser le pays, comment? C'est pas une question. Aujourd'hui, ça n'est pas redresser le pays. Boston, l'enjeu, il est là. Il faut rebâtir le pays. Il faut il faut commencer par la sécurité. Donc un État fragile. La sécurité. Vous êtes en train de me dire que l'État est fragile. Il faut reconstruire l'État. Je ne dis même pas État fragile, je dis il faut reconstruire l'État. Donc il faut passer par la sécurité. Il faut rebâtir l'administration. D'accord? Et ensuite, il faut remettre... Non, mais ça, c'est des mots. Boston, je veux bien entendre votre joli discours, mais ça fait des années qu'on entend ça. Alors, pourquoi depuis des années... Qui est là, Madame Catherine Samba, qui est là, qui se démène... Christian, on parlait de culture démocratique tout à l'heure. Mais est-ce que vous savez qu'en Centrafrique, les groupes politiques ont également leurs bras armés et qu'à chaque fois qu'ils contestent des élections ou qui ne veulent pas celui qui est en place, ils mettent des rebelles. Non mais attendez, messieurs, non mais c'est chaud. C'est de cette responsabilité-là qu'on parlait tout à l'heure. Vous savez, justement, si vous pouvez me permettre de revenir et de lui répondre... Non, mais il a raison en même temps d'aborder cette question-là. Parce que des Centrafricains sont même descendus, écoutez bien, dans la rue de Bangui, s'il vous plaît, pour exiger la démission de la présidente de transition, tu le rappelais tout à l'heure, mon cher ami, Samba Penza, une transition totalement échoué. C'est ce que réclame la rue aujourd'hui. Et la rue, c'est qui? C'est les Centrafricains. Adil, ça n'est pas une transition. Mais c'est quoi alors? Mais c'est quoi? Si c'est pas une transition. Elle était déjà la 4e transition. 4e. On est à 4 transitions. Et elle a eu plusieurs reports. Vous voulez dire qu'avec Bozizé, c'était une transition, avec tout le reste, c'était... Mais bien sûr. Oh, non, mais la première transition commence avec les accords de Libreville. Oui, c'est vrai. En janvier. Oui. D'accord? Donc Bozizé, censé terminer
préparer les élections pour qu'il y ait des élections libres. En même temps, souvenez-vous, ça avait fait un long débat. C'est extrêmement... Non. Dans les accords de Libreville, on avait dit clairement, on avait fait débat ici, je m'en souviens, c'était très clairement dit que Bozizé ne pouvait pas être associé à cela puisqu'il s'agissait d'un coup d'État. Je me souviens très bien ici, ça avait fait un grand débat. Mais que cela ait fait un grand débat. Et qu'on ne pouvait pas parler avec quelqu'un je veux bien les débats, moi, mais sur les états des faits, voilà, Bozizé, premier président de la transition, en janvier passage en force. 2013. Passage en force. Paul Sériac. Avril 2014, passage en force. Jotodia. Et puis après... Mais c'est les deux acteurs que vous venez de citer avec lesquels on ne voulait pas traiter. Jotodia et Bozizé. Paul Sériac. Je suis désolé de vous le dire, Boston, mais c'est vrai. Je vais vous dire, moi, je vais faire un petit récapitulatif rapidement. Depuis l'indépendance à nos jours, la Centrafrique on a eu seulement une seule élection réussie en Centrafrique. Tous nos représentants, tous nos dirigeants, toujours été désignés. C'est la même, j'espère. Par la France. La même, hein. La seule élection réussie en Centrafrique, c'est l'élection de M. Patassé. Et déjà, au temps de Kolingba, l'armée, déjà ça, c'est le noyau. La sécurité était présente, mais l'armée a commencé par... Alors ça m'intéresse ce que vous êtes en train de me dire. Qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là? Alors vous parlez d'une élection réussie. Alors pourquoi les autres ont échoué? Je vous pose la question. Toutes les autres, mais en fait, en parlant d'élections, je dis, si depuis... On a eu plusieurs élections en Centrafrique. Il n'y a qu'une seule élection réussie. Attendez, c'est très intéressant. Vous êtes en train de soulever un cas de figure concret. Une élection réussie. Pourquoi tout le reste a échoué? La question est très simple, messieurs, s'il vous plaît. Quand vous êtes un homme un nationaliste et que vous arrivez dans la place parce que le peuple a porté Patassé au pouvoir, le peuple a demandé à ce que ce soit Patassé. Vous ne répondez pas à ma question. Je vais développer, je vais vous dire. Une fois au pouvoir, il a voulu essayer de faire plus, en fait, que les gens qui sont derrière, en essayant de passer outre que les pays qui nous ont colonisés, en essayant de faire autre chose à ce moment-là. Il est rentré en conflit. Non, vous ne répondez pas. Boston, ensuite Farid et Christian. Lorsque certains de ces groupes militaro-politiques ont obtenu le soutien de la France pour venir renverser Patassé. Et c'est comme ça que Bozizé est arrivé au pouvoir. Coup d'État. Pourquoi? C'est comme ça. Si, par un coup d'État. Oui, ensuite, il est passé à des élections. Mais quand on est déjà assis dans le... quand on a le siège, c'est plus facile. Revenons à la question de début, parce que sinon, on va refaire l'histoire. Oui. Non, mais c'est important, vous êtes deux à soulever ça. Il y a eu une réussite, et puis comment on peut expliquer les autres qui ont échoué? Parce que je donnais tantôt la raison. Parce que pour redresser aujourd'hui, il y a des forces internationales qui sont arrivées sur ce territoire avec des mandats clairs. Mais les multiples intérêts croisés font que jamais, même les résolutions des Nations Unies ne sont pas appliquées pour le désarmement. Même le cantonnement qu'on pouvait espérer n'a pas été réalisé. Je donne la parole aux deux autres débatteurs. Laissez-moi terminer, et c'est très très grave. Aujourd'hui, Mme Samba-Panza, que nous critiquons, à juste titre sur certains points également, on ne peut pas tout lui remettre sur la tête non plus. Parce que quand elle est arrivée, elle n'avait plus d'armée, on avait désarmé son armée nationale. Sa mission, désarmement, démobilisation et réinsertion. Si le premier dé du désarmement, l'échec sur ce premier dé, si on ne peut pas le lui impacter, ni sur la démobilisation, parce que ça pourrait toucher des réseaux vastes pour le contrôle du mouvement de l'argent et tout ça, mais il y a au moins un point, celui de la réinsertion sociale. Et là-dessus, on n'a pas vu de chantier mis en place. Si vous permettez, Boston, s'il vous plaît. Je reviens vers vous, je ne vous oublie absolument pas. Mais ce que vous venez de dire est extrêmement important. A énormément de responsabilités. Finalement, ça me pousse à vous dire... qui persistent. Ça me pousse à vous dire, est-ce que le pays il est prêt pour ces élections prochaines? Le pays n'est pas prêt. Non, incontestablement, le pays n'est absolument pas prêt. Bon, moi j'ai écouté ce qui a été dit. Beaucoup de vrais. Alors, juste une petite précision. C'est toujours très facile et à juste titre, de critiquer la France, l'ancienne puissance coloniale, sur son rôle en Centrafrique. Et Dieu sait si elle a eu un rôle dans le passé. Il y a aussi un certain nombre de pays voisins qui jouent encore un rôle en Centrafrique, et je pense qu'il est nécessaire de le dire. Je pense au Tchad, par exemple. On sait pertinemment qu'une partie de la rébellion est arrivée
A toujours été soutenu par le Tchad. Ce que je veux dire par là, c'est que moi je pense que la Centrafrique s'en sortira d'abord et essentiellement par les Centrafricains eux-mêmes. Alors une fois que j'ai dit ça, je n'ai strictement rien dit de concret. Mais il faut arrêter de vouloir absolument attendre que d'autres... Je vous renvoie la question. Les prochaines élections, est-ce que le pays est prêt? Est-ce que les Centrafricains sont prêts pour aller voter? Je vais vous dire. Vous dites non, vous dites oui, vous dites non. Je vous donne la parole. Vous, c'est non. Vous, c'est oui. Vous, c'est quoi? Moi, c'est non. Moi, c'est non, mais laissez-moi terminer là-dessus. Pourquoi? Pourquoi c'est non? Un pays qui ne contrôle pas l'ensemble de son territoire. Un pays qui assiste régulièrement, pour celles et ceux qui sont encore à Bangui et qui nous donnent les informations, qui a encore des tueries de temps en temps. Un pays qui, justement, n'est pas maître de sa propre économie. Un pays qui... Qu'est-ce qu'on a fait au Mali? Je termine. Je termine. Qu'est-ce qu'on a fait au Mali? Je pense qu'il est inconcevable d'aller absolument, de manière urgente, je ne dis pas qu'il ne faut pas d'élections, il faut des élections, mais de manière urgente, telle que c'est précisé aujourd'hui, c'est une erreur. Intéressant. Christian, Paul Cyriac, Boston. Il y a une transition politique incarnée par la présidente Catherine Samba-Panza. Elle avait mais que les Centrafricains on considère échouer. Oui, mais on ne peut pas la dégager, ça va créer l'anarchie. Donc, sortons de la transition. Par des élections. Voilà. Comme ça, on n'est pas d'accord pour elle. Oui, je suis d'accord, mais est-ce que le pays est prêt? Louis, est-ce que le pays est prêt à accueillir ces élections? Il ne sera jamais prêt. Adil, le pays ne sera jamais prêt. C'est pour ça qu'on a les forces étrangères. C'est pour ça que le président, le président tchadien a dit, je cite, mieux vaut une mauvaise élection qu'une transition éternelle. Vous savez que certains ils vont tout faire pour qu'il n'y ait pas d'élection. Vous vous rendez compte? Il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas d'élection. Toujours en avoir. Parce que ça arrange y compris la présidente de transition. Paul Cyriac qui tente d'avoir la parole. Paul Cyriac. Laissez, si jamais il veut s'expliquer là, qu'il puisse avoir l'occasion de le dire, tout comme vous. Alors, je vais vous dire, non, s'il vous plaît, je vais vous dire, le pays, la Centrafrique n'est pas prête pour aller aux élections. Ça va arranger beaucoup de gens. Je peux m'expliquer là, s'il vous plaît? Laissez-le, s'il vous plaît. Alors, la Centrafrique, dans son cas, c'est un cas particulier. Beaucoup de gens sont à la solde de ces gens qui dirigent la transition. Même nos hommes politiques, ils sont payés par les gens qui sont au pouvoir en ce moment. Ils la ferment. Ils n'ont même pas la possibilité d'ouvrir leur bouche pour donner. C'est dur ce que vous dites là. Mais oui, mais je vais vous dire une chose. De dire en tant qu'homme politique, leader, qui représente son pays, que non, les conditions ne sont pas réunies pour que nous allions aux élections. Les gens dorment encore à côté de l'aéroport. Les gens dorment dans la brousse. Les gens ne peuvent même pas aller sur les sites, s'inscrire sur les listes électorales. Vous demandez aux gens d'aller aux élections. Ça n'existe nulle part. Non, mais la sécurité en 100% n'existe pas. Mais dans le cas de la RCA, demandez aux gens. Il y a des partis politiques qui ont accompagné l'arrivée des Séléka, qui étaient aux affaires avec les Séléka, qui ont placé leurs pions, qui sont en train de se préparer pour aller obligatoirement aux élections, de manière à ce que ces élections ils puissent aller et puis gagner ces élections. Mais on n'a pas besoin de ça, que les élections, l'enregistrement sur la liste électorale puisse se faire d'abord apaiser. Que les élections se préparent, qu'on puisse aller aux élections dans la sécurité. C'est pas normal. Stop, s'il vous plaît, messieurs. Non, messieurs. Non, s'il vous plaît. Christian Babé, s'il vous plaît, vraiment. Juste, je vais remettre un peu de l'ordre là-dedans, parce que sinon, ça va devenir inaudible pour le téléspectateur. Paul Cyriac, le peuple connaît ces gens-là qui veulent tirer profit, même ceux qui ont eu à faire des alliances avec ceux qui incarnaient le mal, le peuple les connaît. Je préfère faire confiance au peuple, même si c'est 30% de la population, 20% de la population, que de faire confiance à 100 personnes de la CNT qui vont prolonger une transition ad vitam aeternam. Mais il n'a pas l'air d'accord avec Je reviens là-dessus. Aujourd'hui, pour clore sur ce sujet, le découpage électoral... Le découpage électoral en République centrafricaine, avec 3 régions, représente près de 50%. Le récent découpage électoral, ça donne la Lobaye, l'Ombelampoko et Nana Mambere à près de 50%.
Vous y rajoutez la ville de Bangui, mais ne serait-ce que même qu'avec ces régions qui sont sécurisées, vous faites les élections, on aura une vision du choix du peuple. Allez, que le pays puisse se diviser. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Là où vous allez avoir un pays qui se coupe. Recherche ça. Exactement. Moi, je suis d'accord avec vous, Paul Sériac. Malheureusement, je donne très peu mon point de vue. Mais Boston, avec ce que vous venez de dire, vous divisez clairement le pays. La Centrafrique est indivisible. On ne va pas parler, s'il vous plaît. Farid, ensuite Christian. On n'acceptera pas diviser notre pays. Mon cher, si je vouloir faire des élections dans la Lobaye, à l'Amérique, à Bangui, s'il vous plaît, vous allez donner crédit à ceux qui ont toujours voulu diviser le pays, de dire mais voilà, je suis en train de vous dire votre élection là-bas, nous ici, nous sommes le soulever un point extrêmement sensible. Il nous reste 3 minutes d'émission. S'il vous plaît, si on peut se discipliner, 3 minutes d'émission. 3 minutes d'émission. Donc il faudra absolument que ces élections-là soient inclusives. Toutes les régions doivent être concernées. Il n'est pas question. Et alors pour cela, attendez messieurs, il nous reste quelques minutes. Et puis dire que d'autres régions, c'est pas la peine. Je ne dis pas ça. Non, pas du tout. Je dis que voilà. Moi je dis, on peut le faire. On a réussi à le faire au Mali. Si je peux me permettre. Les conditions ne seront pas intégralement. S'il vous plaît, Farid. Mais il y a une volonté politique. Christian Babet, Farid, je crois qu'il nous reste 1 minute de notre ami a commencé l'émission en parlant de démocratie et le fait qu'il fallait que nos pays africains tendent vers plus de démocratie. Je suis désolé de le dire, une élection qui ne regroupe pas pour l'essentiel le territoire. Le territoire, c'est pas une élection. Et ce sont les mêmes. Excusez-moi. Les bailleurs de fonds ne donnent pas d'argent. Si je peux me permettre. Mais dans le contexte centrafricain, ça va marcher. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Qui va combattre si la MINUSCA applique pour qu'on puisse aller aux élections avec une partie, les Nations Unies vont être d'accord pour que le pays puisse être divisé. On ne peut pas aller aux élections tant que le pays ne sera pas sécurisé. On vous a entendu. Farid, ça c'est clair. Il faut sécuriser le pays d'abord. Réarmer notre armée nationale. Vous parlez beaucoup de passion et je comprends très aisément. Ce sont les mêmes Farid, qui, lors des élections, lorsqu'ils ne sont pas élus ou lorsque leur parti n'est pas élu, critiquent le processus démocratique après de nous avoir expliqué que justement il fallait faire une élection en petit comité. Je refuse d'être imposé par la rue de l'Élysée de Paris une date d'élection tant que le pays n'a pas sa sécurité à 100%. Ça peut prendre beaucoup de temps, mais en tout cas il faut y aller. Le malheur du peuple, ça allez, vous avez vu, j'ai volontairement laissé évidemment le débat se construire. On ne peut pas, malheureusement, et pour vous, connaître votre position concernant le top et le flop. Vous savez quoi, je vais juste faire un tout. Je vous demanderai en une phrase, s'il vous plaît, en une phrase, l'avenir de la Centrafrique. Paul Sériac. Elle est toujours floue. Rien ne tient debout. Je vais vous dire, le peuple a besoin de sécurité. C'est ce qui manque en ce moment. Tant qu'il n'y a pas de sécurité, les gens ne peuvent pas avoir le courage ni la volonté d'aller voter. Même les listes qu'on brandit, on dit 83%, c'est faux. Ramener la sécurité rapidement en Centrafrique est possible. Ça n'est qu'une question de volonté. Il faut que les acteurs qui ont joué ce rôle jouent pleinement leur rôle. Et je vois, moi, l'horizon s'éclaircir sur ce pays. Farid Temsamani. Je vais rejoindre mon ami. Moi, j'ai beaucoup d'espoir dans l'avenir de la Centrafrique parce que de toute manière, on ne pourra pas faire pire et qu'on ne pourra qu'aller vers une meilleure Centrafrique à la seule condition qu'on prenne son temps et qu'on respecte la population et le peuple centrafricain. Christian Babet, et on rend l'antenne. Alors moi, je pense que la Centrafrique va s'en sortir. Il y a une volonté politique. Il faut maintenant la matérialiser, la concrétiser sur le terrain. Il faut désarmer les forces en présence. Il faut faire un recensement inclusif. La communauté internationale, qui a désormais une volonté politique, puisque le président du Tchad a dit, il est prêt à aller aux élections, il est prêt à l'accompagner. Il faut mettre toutes ces forces ensemble, mais il faut sortir de la transition. Vous voyez bien, je vous l'avais dit. Allez, s'il vous plaît, vous voyez bien la complexité du dossier extrêmement. Vous reviendrez, messieurs Boston et Paul, vous reviendrez. Là, c'est la Centrafrique. De toute façon, vous savez quoi, on va la suivre. Et ça a toujours fait débat ici. Donc vous reviendrez débattre et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Bien au contraire, c'est l'objet même de ça fait débat. Allez, non, mais c'est trop tard, ça y est, messieurs. Non, parce que j'ai laissé volontairement. Non, vraiment, malheureusement, je ne peux pas vous laisser parce que je crois qu'on est à 52 minutes de l'émission et que nous sommes obligés de rendre l'antenne. Merci donc à Boston Gokey, je vais y arriver, entrepreneur et président de la Maison du Centrafrique. Merci infiniment. Vous reviendrez ?
Merci, c'est moi qui... Farid Tamsamani, consultant Afrique. Merci Adil. Également, merci à vous. Paul Sirek Semaporo, président du collectif des Voix des Sans-Voix de Centrafrique, merci à vous également. Et enfin, merci à Christian Vabé, président du RPCI AC, président d'Ivoire Business, merci à vous. Le débat continue sur votre page Facebook, ça fait débat, vous likez, vous commentez en toute liberté d'expression et puis sur Twitter, @cfdébat en partenariat avec Afrique.com. Merci à toute l'équipe de réalisation. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.